Une nuit d'enfer. En permission, tenter de voir ma famille, mes anciens compagnons, d'une part, et d'autre part, en mission particulière du colonel pour tenter d'entrer en contact avec un fonctionnaire d'UNSAS pour nous fournir du papier vierge, cacheté, pour nous permettre d'acheter sans problème des médicaments, des pataugas, de l'encre, etc. et divers objets soumis à autorisation de la SAS. Pour cela, il me remet une lettre fonctionnaire. Je dois me débrouiller pour la lui faire parvenir et attendre sa réponse. Une lettre au chef de secteur également pour mettre à ma disposition 2 escortes en permanence jusqu'à la fin de ma mission. Je parle avec le chef de région même, le sous-lieutenant Simohand Oushlab, qui se trouve de passage au PC de Wilaya, à Bounaman, jusqu'à Ijer, et je continue. Je l'admirais, ce Moujahid, de par son courage, son allure et son comportement. Le voyage en sa compagnie m'a enchanté. Nombreux moujahidines m'ont déjà fait son éloge, sans compter les divers rapports. En traversant l'Akfado, 2 bombardiers a harcelé en napalm le massif devant nous, et ce territoire dépendait de sa circonscription. Il était inquiet. S'arrêtait constamment pour observer à la jumelle pour savoir ce qui se passe. Le bombardement terminé, les avions sont repartis. Il m'informe qu'on va bifurquer par là-bas pour voir ce qui se passe. Il est plus de 4 heures. Les militaires ne viendront pas maintenant. C'est sûrement des passagers qui ont été repérés par le poste de l'antenne de l'Akfado. Nos éléments ne passeront jamais par cet endroit. Ils connaissent bien la région. Sur le site, ça brûlait encore. Il faut savoir où mettre les pieds. 2 cadavres calcinés et un pistolet endommagé à récupérer. Il s'agit certainement de mousselines qui viennent de la zone 2 en mission. Arrivé au PC de région, je fus pris en charge par une liaison et me dirigea immédiatement vers le secteur Ijer, où je suis arrivé vers 20 heures. Dès le lendemain, je fus accompagné et toutes les dispositions étaient prises sans problème. La lettre remise, reste seulement que la mission
se concrétise et que l'intéressé nous fasse signe dans une semaine environ. J'ai décidé alors de retourner au PC de secteur pour voir mes anciens compagnons et ce que nous avons fait. Au retour vers 2 heures du matin, nous avons été surpris et pris une violente tempête de neige. Une mince couche commençait à se former. Nous devions dans l'immédiat rejoindre un refuge pour parer aux traces qui risquent de nous faire découvrir dès le lever du jour. Dawarmbal, qui réfléchit un moment, puis nous propose de s'abriter dans une grotte qui n'est pas loin d'ici, en attendant que la tempête passe. On monte rapidement pour ne pas laisser de traces. Arrivé devant l'entrée, il suggère que l'un d'entre nous se glisse le long de la paroi vers le bas-fond pour s'assurer qu'elle est sèche pour pouvoir s'abriter. Étant le plus jeune, je me laisse glisser et puis plouf, l'eau dépasse la ceinture qui m'arrive jusqu'à presque la poitrine. Toutes les eaux de pluie sont accumulées à l'intérieur. Mohamed Al-Qiyam me propose de remonter et m'aide à l'aide de la bretelle de son fusil à remonter, que je pouvais à peine tenir. Un froid glacial m'avait envahi, le noir m'étourdit. Là-haut, devant l'entrée de la grotte, le vent est si violent et les flocons de neige si épais qu'une couche de plus de 5 cm est déjà en place. Impossible de sortir et d'aller autre part, ça serait du suicide. Il est déjà 4 heures du matin. De Mohamed, après avoir longuement réfléchi, il me proposa de retourner dans l'eau pour éviter ce vent glacial qui souffle. Effectivement, je résistais mieux, adossé contre la paroi de la grotte. Il me semble, avec la fatigue, que je me suis assoupi quelques minutes dans l'eau. Il faisait jour et je ne pouvais plus résister. J'ai décidé de sortir et de prendre tous les risques et rejoindre notre refuge habituel au village chez Nazara Matamar, 6 km environ, et de tenter de rentrer à travers le barbelé, même en plein jour.
quelques minutes de réflexion, c'est OK. Nous partons, prenons la précaution de circuler uniquement lorsqu'il y a brume pour éviter d'être repérés jusqu'au village. Nous avons franchi le barbelé sans problème, malgré que c'est en plein jour. Nous avons rencontré 2 femmes qui m'ont reconnu. Nous leur avons fait signe de la main de se taire simplement. Et avons continué notre chemin vers la maison de Nazara, qui est une femme veuve de Cheikh. Elle est surprise évidemment de nous voir. Elle s'est de suite rendue vers l'accès du barbelé, essaye de brouiller la piste pendant que nous assiégeons le canot, et que Arzker, son fils de 10 ans, attendait, comme d'habitude, la mat pressée de la porter en bandoulière, après avoir évidemment enlevé le chargeur. Bon, le lendemain matin, la fille chargée de surveiller l'environnement arrive en courant. Signale à Nazara l'arrivée de patrouille habituelle à proximité de la mosquée et qui se dirige vers le quartier. Et nous ouvre la cache en bois entreposée dans la partie de la maison réservée aux animaux d'Ainin, fait sortir les 2 lapins qui s'y trouvaient et sort dans la cour faire semblant de dégager de la neige. Les 3 militaires, rentrés dans la cour, aperçoivent les lapins commençant déjà à négocier le prix. L'un d'eux essaie d'attraper l'un, il s'enfuit vers Adainin, il allait le poursuivre, il l'empêcha à toute force, à l'aide, il veut me voler un lapin. Subitement, elle se calme. Je vais vous donner un. Elle rentre, se dirige vers la cache de Mohamed Ramadan, qu'il a déjà attrapé, le lui glisse par le petit trou, et il le saisit, le ramène et le leur donne. Vous le payez, sinon je vais le dire au chef, à Mustapha. Quel courage, quel scénario. On se croirait dans un véritable théâtre majestueusement joué, sans faille et sans la moindre peur. Plus tard, la semaine écoulée, je reçois un paquet de 5 rodias d'une 50aine de feuillets, chacun, soit 250 vierges portant le sceau de la Sasse, comme ça a été demandé, plus un modèle de bon de commande. Également, des rendez-vous seront donnés à ce médiateur pour récupérer des objets utiles en Aïlen qu'il se ferait sortir vers le dépôt d'ordures dans le sachet qu'il pourra récupérer au fur et à mesure. Plus tard, des quantités appréciables ont été réceptionnées en munitions et tenues. Je répartis mes missions accomplies vers le PC régional et c'est le sous-lieutenant Mohamed Chellem qui m'accompagnait également 2 jours plus tard
certainement lui aussi avait une autre mission. À peine arrivé, une embuscade éclate vers l'oued, à la lisière de la forêt, à 4 km environ à l'ouest, point situé entre le PC de Oulea et le fameux poste du village de Azouza. Le colonel et Amir Hassim conclut vite qu'il s'agit certainement du commando Harki du village suscité qui a dû faire une embuscade au point d'entrée vers le PC où sont probablement laissés un accès vulnérable, a déjà fait remarquer le colonel. Il doit s'agir du capitaine Mohnachid, qui est attendu pour aujourd'hui ou demain. Effectivement, quelques instants plus tard, le voilà. Il apparaît, il a contourné par l'est sans escorte et est resté blessé grièvement et resté sur place, a-t-il dit. On ne tardera pas à entendre des cris résonnants à travers toute la forêt de Bounaman. Plus tard, d'après Ali Magouran et Sidir, qui se sont rapprochés pour observer à la jumelle, ce sont effectivement des harkis. Ils le torturent en enfonçant la baïonnette dans sa blessure jusqu'à ce qu'il s'évanouisse et l'ont laissé inerte. Le soir, vers 18h, alors qu'une équipe de la section s'apprête à aller enterrer le shahid, Simon Ouchlab part en congé également avec le colonel pour repartir. Au moment où on se regroupe autour d'une marmite de soupe de lentilles bien chaude pour avaler le morceau de galette, quelques coups de feu ralentissent du côté du poste d'Azouza. Personne ne fait cas lorsqu'un déluge de feu s'ébranle vers l'extérieur et l'on remarque nettement des balles traceuses sortir du camp et il n'y a pas donc de doute, le camp est attaqué. Chacun de nous fait un pronostic. Le colonel sort de sa baraque, hausse la tête et souriant, il dit l'empreinte de Mohamed Chalam.